Maintenant, penchons-nous sur la décision de la Chambre d'appel. Et pourquoi, en fait, la Chambre d'appel devrait mutatis mutandis s'appliquer les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux chambres de première instance en matière de reconsidération de ces arrêts, comme l'a fait d'ailleurs la Chambre d'Antaganda. Dans l'affaire Ruto-Sang, donc là c'est notre numéro 3 sur notre liste des sources, la Chambre a considéré que la reconsidération n'était pas un concept étranger au tribunal et à la Cour, et avait déjà été autorisée. Par exemple, dans l'affaire Kenyatta, il s'agit là de notre pièce numéro 2 de notre liste. Elle considérait d'ailleurs que il était bon de le faire lorsqu'il c'était nécessaire pour mieux servir la justice. Si cette question de droit est encore présentée à la Chambre, et s'il y a... et s'il convient, en effet, d'ajuster les choses. Comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter une injustice. Et d'ailleurs, de votre propre bouche, Monsieur le Président, dans cette affaire, l'affaire du Kenya, Ruto Sang, et je cite vos propos, il s'agit de la décision Ruto Sang, paragraphe 87, et je cite... La Chambre de première instance ne devrait pas avoir peur, ne devrait pas être intimidée lorsqu'elle doit revenir sur un point de droit que la Chambre avait précédemment négligé et peut donc ajuster et affiner ses décisions précédentes. Et toujours de votre bouche, Monsieur le Président, vous aviez dit, et je vous cite, on peut quand même imaginer qu'une Chambre puisse ne pas... avoir tiré les bonnes conclusions dès le départ. Et donc, quand on suppose que la justice est infaillible, eh bien, on se rend bien compte que cela n'est pas vrai, puisque la réalité, c'est que cette infaillibilité, que ces suppositions peuvent être corrigées par la reconsidération, le réexamen ou les appels. Donc, nous considérons que ces principes et ce raisonnement s'appliquent aussi aux arrêts de la CPI. Et c'est d'ailleurs la logique implicite que l'on trouve dans l'arrêt Ntaganda, lorsque la Chambre d'appel a fait droit en partie à la demande de reconsidération de la défense. Maintenant, parlons des questions A et B. Donc, si vous vouliez maintenant vous pencher sur la jurisprudence des tribunaux ad hoc, je pense que vous pourriez y trouver de l'inspiration. En effet, nous avons identifié 6 précédents, décisions des chambres d'appel du TPY et du TPIR, qui ont toujours utilisé leur pouvoir inhérent pour reconsidérer leurs propres arrêts, mais ce, bien sûr, toujours dans des cas exceptionnels. Alors, Premier exemple, l'affaire procureur contre Galitch, 16 juillet 2004. Il s'agit de la pièce numéro 3, je crois, de notre liste. Donc ici, la Chambre d'appel a déclaré pour que l'appel réussisse et qu'on obtienne reconsidération, il faut que l'appelant convaincre la Chambre d'appel de l'existence d'une erreur de raisonnement manifeste dans la décision ou de discussion ou de circonstances particulières qui justifieraient une reconsidération afin d'éviter l'injustice. Là, je vais revenir sur ce qu'a dit Maître Jacob aux réponses des juges. Tout d'abord, y a-t-il une différence entre un acquittement d'un côté et une personne qui n'a pas encore été jugée mais qui est présumé innocent? Oui, c'est complètement différent, puisque la personne qui a été acquittée, eh bien, elle vit maintenant dans un scénario où il n'y a plus de charge contre cette personne. Alors, l'approche interdisant une libération conditionnelle est complètement différente. Lorsqu'un défendeur a été accusé, mais donc est présumé innocent, il est quand même soumis à une procédure judiciaire. Et donc, c'est pour cela qu'on pourrait éventuellement limiter sa liberté. Mais
lorsque on est dans un scénario où un défendeur a été acquitté, il n'y a plus de charge. Ça paraît évident. Donc ce test disjonctif doit être remis dans le contexte de notre acquittement que nous avons ici. Il ne s'agit absolument pas ici d'une personne qui a été accusée, qui n'est pas encore jugée. Ensuite, deuxièmement, quant à savoir si, avec le temps, et le fait de l'écoulement du temps fait que, éventuellement, la deuxième branche du test pourrait éventuellement être satisfaite. Non. Dans certaines affaires comme une affaire en 1991, je crois, devant la Cour européenne de justice, eh bien, on a considéré qu'au fur et à mesure que, avec l'évolution du temps, les raisons pour une libération sous condition pourraient changer. Mais donc, avec le temps qui passe, l'ordre public pourrait peut-être, par exemple, percevoir ce crime. Avec le passage du temps, bien, il se pourrait en effet que l'on considère qu'il y a lieu de reconsidérer une décision.